Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. La musique comme signe. Chapitre 1. La musique est-elle signe? 1.1. Introduction. On tient la musique pour le moins représentatif de tous les arts. Et pourtant, se ranger à cette opinion équivaut à considérer la musique comme un royaume autonome dont seuls maîtriseraient la compréhension ceux qui sont musiciens, et sur lequel l'unique discours compétent serait celui des spécialistes. Or en ce début du XXIe siècle, notre vie a pour toile de fond, du matin au soir, les messages musicaux offerts par le réseau communicationnel qui l'en sert. Non seulement toutes les périodes de l'histoire de la musique s'y trouvent simultanément représentées, mais il nous est imparti aujourd'hui d'aimer à la fois toutes les cultures musicales, mixées dans ce qui se nomme world music, musique du monde. Dans la société postmoderne, des styles musicaux circonstanciés en viennent à caractériser des groupes sociaux précis, dont ils modèlent les habitus, Bourdieu, 1979, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante des espaces dans lesquels il leur est donné de se mouvoir, Crime 2001. Par exemple, ignorer les goûts musicaux d'une population de jeunes revient à s'interdire d'en pénétrer la culture, Danesi, 1994,1998. La présence de la musique est tellement insistante, que l'on ose à peine se demander si elle permet de communiquer, ou même plus spécifiquement si elle fait signe, if it is a sign. Comme l'observe Augusto Ponzio, 1999, nous n'habitons pas seulement un monde où existe la communication, mais un monde de communication-production. Autrement dit, nous ne nous contentons pas d'appliquer de façon implicite ou explicite le modèle destinateur-message-destinataire à l'intégralité de nos transactions, nous participons également au procès de production-échange, c'est-à-dire circulation, mise à disposition d'une denrée, consommation, Ponzio 1999-80. Le premier modèle, celui du destinateur-message-destinataire, se veut intellectuel et cognitif par nature. Il comporte de façon automatique une signification et fait sens dès l'instant où l'on pense à ce qui se communique. À l'inverse, le modèle production-échange-consommation ne réclame aucune pensée profonde. Tout ce dont nous avons besoin devant la denrée du supermarché, c'est de savoir si nous aimons ça ou si ça fonctionne bien. Les esprits un peu plus philosophiques ne sauraient toutefois se contenter du modèle communicationnel. Ils voient plutôt dans la musique une émanation de valeurs, d'épistémès, de rapports de pouvoir, Foucault 1966-1975, ou de sexe, Kristeva et les féministes de la nouvelle musicologie américaine, d'idéologie, Barthes 1957, Fries 1978, 1984, 1988, 1996, ou encore des échanges entre l'homme et l'animal, Sebeok 1972, Mash 1983, Martinelli 2002, à moins qu'il ne s'agisse d'entités plus abstraites ou axiologiques. De telles valeurs, pourtant, ne sont aptes à exercer d'influence que dans la mesure où elles sont susceptibles de s'immiscer dans nos vies quotidiennes et nos interactions sociales. Dans le cadre de nos activités journalières, nous passons notre temps à tout évaluer, y compris notre façon de communiquer les uns avec les autres. Nul objet, nulle chose n'existe à nos yeux, à moins de faire sens ou de signifier. De ce fait, la musique s'entremet entre des valeurs, qui peuvent être esthétiques, individuelles, idéologiques, etc., et des objets immobiles, ready-made. Ainsi, la musique fournit en tant que signe l'exemple idéal du signifiant et du communicationnel, et par là du sémiotique par excellence. 1.2. La musique comme sémiotique, une perspective historique. Il est assez étrange que si peu de sémioticiens de renom aient trouvé quelque chose à dire à propos de la musique comme signe. Umberto Eco, dans sa structure absente, décrivait la musique comme un système dénotatif plutôt que connotatif, en prenant l'exemple de la note Do, Eco 1968/97. Et c'était tout. Dans ses essais sur le symbolisme des nombres au Moyen Âge, il est à nouveau question de musique, mais en passant, Eco 1986/32. On ne trouve pas un mot sur la musique dans la production, monumentale, d'un Agi. Greimas, pas plus que chez Jory Lotman. En revanche, un Roland Barthes avait beaucoup à dire sur la musique, 1977-1982.
En sus d'être lui-même un pianiste compétent, il a rédigé un essai sur le grain de la voix qui figure désormais parmi les classiques de l'étude de l'expression vocale, confère ici le chapitre 7 sur la voix et l'identité. Un peu moins fréquemment cité, mais toujours féconde, demeurent les idées de Barthes sur les significations du corps, les somatèmes, unité minimale de l'expression corporelle, qu'il découvrait dans les œuvres de Robert Schumann pour le piano. Le nom du sémioticien Claude Lévi-Strauss est presque synonyme du mot musique. C'est cet art qui a inspiré l'étude monumentale qu'il a consacrée au mythe indien des deux Amériques, Lévi-Strauss, 1964 à 1971, et dans laquelle il a introduit le modèle fameux qui fait dériver à partir du langage, à la fois le mythe et la musique, figure 1. Figure 1. Le point de départ est ici le langage tel que l'a conçu le linguiste suisse Ferdinand de Saussure, en l'occurrence un système dont les unités, les mots, se partagent en deux éléments, le signifiant son et le signifié sens. Selon Lévi-Strauss, la musique est un langage dénué de sens, signifié, et le mythe existe indépendamment de ses sons, c'est-à-dire des phonèmes du langage dans lequel il se dit. Compte tenu du caractère structuraliste de son cadre de référence, Lévi-Strauss n'a pu se déprendre de l'idée d'une origine exclusivement langagière du sens. Il est amené à en conclure qu'à l'écoute d'une musique, nous ressentons le besoin irrésistible de la doter de signification. En d'autres termes, l'auditeur imprègne de sens la musique. C'est une doctrine bien connue, celle du formalisme musical, dont le fondateur fut le critique et musicologue allemand Eduard Hanslick, qui transparaît dans une telle conception des signes musicaux. Dans son essai du beau dans la musique, Vom Musikalische Schönen, 1854, Hanslick donnait de la musique une définition simple, à savoir TENEND bewegte Formen, des formes auditives en mouvement. Plus près de nous, dans ses Harvard Lectures de 1947, Igor Stravinsky devait accent aigu articuler cette thèse en stipulant que la musique n'avait à s'ouvrir à rien de subjectif et qu'il suffisait de la jouer. Cette perspective axée sur la seule pratique est partagée par beaucoup d'autres musiciens aujourd'hui, qui considèrent comme non négociables leurs propres aptitudes et compétences d'ordre technique. Et pourtant, la musique ne se passe jamais tout à fait du soutien de systèmes de signes venus d'ailleurs. Aussi convient-il de lui appliquer le lieu commun généralement accepté selon lequel un signe ne fonctionne et ne se comprend que s'il s'appuie sur le fond d'un continuum ou d'une sémiosphère de signes. Lotman et al., 1975. La sémiosphère habilite chaque signe à habiter son domaine propre. Parfois, la sémiosphère fait office de contexte social. Ainsi, en musique, les hymnes nationaux configurent des signes relevant d'un continuum plus vaste, collectif. Il suffit de mentionner la Marseillaise, Star and Stripes Forever, God Save the Queen, Rule Britannia, etc. De tels hymnes incorporent la musique comme une force sociale. Les signes musicaux peuvent en ce cas tenir lieu de symboles pour des groupes ethniques et sociaux dont les chants leur permettent de se démarquer vis-à-vis de groupes autres. On parle alors de signes manifestes, marked, étant donné qu'ils se déploient par contraste avec le champ plus large des signes non manifestes, non marked. 1. Ainsi, les hymnes nationaux constituent des signes musicaux tellement forts, qu'il est possible de les percevoir instantanément comme tels même dans des contextes non nationalistes, lorsqu'ils se trouvent cités dans l'art musical savant. Nous reconnaissons par exemple la Marseillaise avec toutes ses connotations, et cela de façon immédiate, dans l'ouverture 1812 de Tchaïkovski aussi bien qu'à la fin du prélude pour piano Feu d'artifice de Claude Debussy, et la signification politique de l'hymne impérial Deutschland überall ne cesse de s'imposer à nous, que ce soit dans un quatuor à cordes de Joseph Haydn ou dans le finale de la sonate pour piano en fa mineur de Brahms. Qu'en est-il de ce pluriel, nous ? Il désigne l'ensemble de ceux qui partagent un même fond de culture et d'éducation, et donc une compétence musicale similaire. La musique comme signe n'existerait pas sans les compétences nécessaires à sa compréhension comme telle. En guise d'illustration, voici 2 exemples. Le premier est le sujet de la fugue en do dièse mineur de Bach, issu du premier livre du clavier bien tempéré. Par exemple 1. Que signifie ce motif musical ? L'ensemble de la fugue à 5 voix se trouve bâti à partir de lui, et en ce sens il représente bel et bien une musique absolue, puisque nulle sémantique n'en dépend et que cette construction n'a fait que suivre les règles syntaxiques de la technique de la fugue. Cependant,
les auditeurs de l'époque baroque découvraient dans la conduite de ce sujet de fugue un signe musical ruisselant de sens. Ne représentait-il pas la Sainte Croix et donc le Christ ? Par exemple 2. Les auditeurs compétents de l'époque s'étaient familiarisés avec cette signification et n'auraient pas manqué de la reconnaître dans le sujet de fugue de Bach. C'est le même sens religieux qui se conserve lorsqu'on cite ce sujet, comme dans le prélude de la composition de César Franck intitulé Prélude, chorale et fugue, même si l'on peut soupçonner les auditeurs du XIXe siècle de n'être plus à même d'identifier le symbolisme qui a pu s'y attacher jadis. Un autre exemple nous est fourni par le motif sur lequel s'ouvre la sonate pour piano en mi bémol majeur, op. 81a, Les Adieux de Beethoven. Par exemple 3. Beethoven, Les Adieux début. Qu'est-ce qui donne à ce motif une sonorité à la fois pastorale et mélancolique ? La séquence d'intervalles tierces majeures quinte juste sixte mineur est attestée dans bien des musiques du XVIIIe siècle, chez des compositeurs comme Mozart et Haydn. Par cette suite d'intervalles, on évoquait très précisément les appels de chasse royaux, et par extension la vie de plein air que menaient les nobles. Beethoven le savait. Il adjoignit à cette signification l'intimité de la pensée romantique. Normalement, les quintes de corps sont ascendantes. Ici, en les faisant descendre et en bouclant le motif sur une fausse cadence, Beethoven convertit l'appel du corps en un symbole des adieux. C'est l'une des manières d'accommoder les signes musicaux. En les faisant glisser d'un contexte à l'autre, on métamorphose les signaux en symboles. Sitôt donc que nombre de signes musicaux se trouvaient reliés tous ensemble dans une même pièce selon un certain plan ou une certaine intrigue, la musique se transformait en un art narratif, partie intégrante d'un récit. Mais elle offrait désormais des possibilités très différentes, et bien plus riches que celles que réservaient des histoires à base de mots, romans ou de gestes, ballets. Nous sommes ainsi passés, de façon presque imperceptible, de la musique comme signe à la musique comme narration. Mais un tel passage était-il légitime ? À nouveau, des exemples concrets vont se révéler probants. Au XIXe siècle, les compositeurs avaient à cœur d'élaborer pour leurs œuvres des programmes littéraires et poétiques, dont la teneur pouvait soit être suggérée par le titre, soit être divulguée in extenso sur la partition. Robert Schumann nous en a légué un exemple fameux, avec les 3 mouvements de sa fantaisie en ut majeur op. 17, une œuvre de piano de dimension quasi-symphonique. En guise d'argument motto, Schumann mentionne à l'entrée de la partition ces 4 vers de Friedrich Schlegel, Durchhalten Teonet im bunten Erdentrum, ein Leserton Gesoganfürden, der Heimlich Locher. À travers tous les sons résonne dans le rêve chtonien diapré au seuil du silence un son mouvant qui ne s'écoute qu'en secret. À coup sûr, l'avertissement est clair. C'est à la lumière de ce poème mystérieux que cette pièce devra être jouée et comprise. Mais qu'en est-il de ce son au seuil du silence, qui ne saurait s'écouter qu'en secret ? Pour certains, il s'agirait de la quinte descendante, laquelle désignerait l'épouse célèbre du compositeur, la pianiste Clara Wieck. Assurément, cet intervalle joue dans la pièce un rôle prééminent. C'est pourtant là que réside le problème. La quinte en question n'en apparaît pas moins dans un grand nombre d'autres œuvres, dues non seulement à Schumann, mais aussi bien à d'autres compositeurs. L'exemple de Schumann illustre bien le fait que les significations musicales ne relèvent pas de la lexicographie, mais dépendent toujours du contexte au sein duquel elles se font jour. À la fin du XIXe siècle, l'étude de certains textes littéraires tenus pour responsables de l'attribution à des œuvres musicales données, d'une signification précise, devint le fief d'une herméneutique musicale. Un peu plus tard, 1936, l'herméneute musical Arnold Schering crut pouvoir affirmer que toutes les compositions beethoveniennes comportaient des programmes secrets, se référant à des œuvres littéraires signées Goethe ou Schiller. Ainsi, le thème de marche funèbre de l'allegretto de la 7e symphonie de Beethoven évoquait les funérailles de Mignon dans le Wilhelm Meister de Goethe. La sonate pour piano en la bémol majeur op. 110 de Beethoven renvoyait à la tragédie de Schiller, Marie Stuart, la sonate Waldstein, au poème de Goethe Hermann et Dorothée, etc. L'herméneutique musicale de Schering s'attira les foudres de la critique, confère par exemple Ringbaum 1955. Il n'en reste pas moins vrai que les compositeurs à l'époque n'ont pas hésité à se laisser inspirer par les interrelations entre les arts. Par exemple, en composant des ouvertures au Coriolan de Shakespeare et à l'Egmont de Goethe, Beethoven écrivait en toute spontanéité une musique destinée à être comprise comme naturellement narrative. Seulement,
les récits ne suivent pas nécessairement en musique les mêmes voies qu'en littérature. Prenons le cas d'Egmont. La sinistre cour d'Espagne s'y trouve dépeinte au tout début de l'œuvre par des accords lourds de menaces. Il est difficile de mettre le doigt sur le signe musical exact dévolu à Egmont, bien que les conflits dont le tissu musical et le théâtre décrivent les combats qu'il lui a fallu livrer en faveur de la liberté du peuple flamand. L'issue de la musique de Beethoven, pourtant, diverge notablement de celle de la pièce de Goethe. À la fin de la pièce de Goethe, Egmont est en prison. En rêve, il se voit célébré comme un héros, cependant juste après, il est exécuté et la tragédie se termine. Beethoven, lui, interprète différemment la même scène. Chez lui, l'exécution et le choral qui suit sont joués avant la coda. Ce n'est qu'ensuite que survient la glorification transcendante, le triomphe absolu du héros, lequel de manière au moins symbolique n'est pas mort, mais continue de vivre sous une forme transcendantale. De façon comparable, l'argument du poème pour violon d'Ernest Chausson se fonde sur une nouvelle de Tourguenieff, l'hymne de l'amour triomphant, à en croire du moins la biographie du compositeur. Mais le fait se trouve bel et bien attesté sur la première version du poème. En possession de cette information, et si l'on connaît le programme, on écoute et apprécie très différemment l'œuvre de Chausson. En somme, une œuvre musicale ressemble à un jeu de cartes. Il se peut bien que les cartes soient les mêmes, dans l'œuvre littéraire et dans l'œuvre musicale. Mais les jeux que nous jouons, ici et là, sont à chaque fois différents. Les exemples que nous avons évoqués devraient suffire à montrer que la musique ne se contente pas d'être un signe parmi d'autres. Elle est aussi bien une conséquence logique des signes, c'est-à-dire un récit. 1.3. Peirce, Greimas et l'analyse musico-sémiotique. Peut-être serait-il opportun de fournir dès à présent quelques outils sémiotiques susceptibles d'aider à la pratique de l'analyse. Notons d'abord que si l'on applique à la musique des théories droit issues de la sémiotique générale, on se doit de ne pas réduire la réalité musicale à des schèmes par trop étrangers à son essence. Aussi faudrait-il commencer par s'interroger sur les modes d'application à la musique de semblables concepts, voire sur le principe d'une telle application. À cet effet, il serait opportun de scruter quelques-unes des théories sémiotiques classiques. Sans prétendre à un excès de simplification, disons qu'il existe en sémiotique deux écoles majeures à partir desquelles il est possible de forger les outils conceptuels nécessaires. La première, l'école américaine, s'appuie sur les travaux du philosophe et mathématicien Charles S. Peirce, 1839 à 1914. L'autre, l'école européenne, dérive des œuvres du linguiste suisse dont nous avons déjà prononcé le nom, Ferdinand de Saussure. J'espère montrer que ces branches de la sémiotique générale entretiennent une relation réelle avec la problématique de la musique comme signe, et qu'elles sont en conséquence susceptibles de pourvoir aux besoins conceptuels de l'analyse musicale. Selon Peirce, les procès signifiants se fondent sur des catégories phénoménologiques distinctes qu'il qualifie de première, seconde et troisième. Ces termes correspondent aux trois phases de notre appréhension de la réalité. L'exemple choisi par Peirce pour illustrer la catégorie première est justement emprunté à la musique. La mélodie entendue selon une impression primale, c'est-à-dire à un niveau émotionnel, voire chaotique, sans attribution à quelques morceaux ou à quelques compositeurs précis, etc. Telle est la priméité. La secondéité est le stade auquel s'effectue l'identification de la pièce considérée. La tiercéité comporte le degré le plus élevé de raisonnement. On est alors en mesure de procéder à des inférences concernant le style et la structure de l'œuvre, de lui trouver avec certaines autres des airs de famille, etc. Or cette triade catégoriale est attestée à tous les degrés de la théorie persienne du signe. Et un bel exemple d'illustration musicale des trois catégories nous a été offert dans le roman Fleuve de Proust, À la recherche du temps perdu, source inépuisable d'idées non seulement musicales, mais aussi bien esthétiques. La fameuse petite phrase que le baron Swann et Odette écoutent dans le salon de Madame Verdurin commence par leur être totalement inconnu. On a ici affaire à la priméité, dans toute sa plénitude émotionnelle. Graduellement, cette petite phrase devient le signe de l'amour réciproque des deux protagonistes. Swann tente d'identifier cette petite phrase, mais ne parvient à la découvrir dans aucune des partitions qu'il possède chez lui. C'est alors qu'il apprend qu'elle figure dans une sonate pour violon écrite par un compositeur du nom de Vinteuil. On se situe alors dans la secondéité,
Swann identifie la mélodie. La seule information technique offerte à propos de ce thème d'amour commun à Swann et à Odette est qu'il comporte 7 notes, dont 2 sont répétées. Finalement, quand l'amour entre les deux héros s'estompe, l'air est entré dans une phase de tiercéité. Il s'est métamorphosé en un signe fixe qui symbolise leur relation, et a perdu sa qualité de priméité. D'après Peirce, le signe global comporte 3 entités. L'objet auquel renvoie le signe, le représentamen, c'est-à-dire le signe lui-même, et l'interprétant, un signe secondaire grâce auquel nous lions mentalement le représentamen à son objet. En sous-main à tout cela, se profile ce que Peirce a dénommé l'objet dynamique. Celui-ci fait partie intégrante du monde réel, par exemple, le compositeur. En musique, l'objet peut être une chose ou un événement, par exemple un adieu, comme dans la sonate Les Adieux de Beethoven. Si tel est le cas, le représentamen sera la musique elle-même, écrite ou jouée, et l'interprétant quelque chose comme la forme sonate, ou le fait de comparer les adieux et d'autres sonates de Beethoven, etc. À la limite, n'importe quel signe mental évoqué par la musique, dès l'instant où l'on en prend connaissance selon une méthodologie rationnelle. Peirce raffine son analyse en distinguant 3 situations possibles au sein de chacun des coins de sa triade. 1. Des signes relatifs à des objets, icônes, indices et symboles. 2. Des signes en soi, qualisignes, signe-signes, légisignes. Et 3. Des signes liés à des interprétants, rèmes, dictums et arguments. Notre question se formule ainsi. Y a-t-il dans tout cela des concepts applicables à la musique? Et la réponse est positive. Prenons le coin le plus fréquemment exploré, celui qui contient les 3 catégories de signes absolument fondamentaux que sont les icônes, indices et symboles. Une icône, priméité, est un signe qui ne fonctionne que par sa ressemblance avec l'objet. 2. Dans le cas de l'indice, secondéité, la relation entre le signe et l'objet est celle de contiguïté. Par exemple, un coup frappé sur la porte est un signe, un indice, index de la personne qui frappe, une fumée est un indice du feu, etc. Enfin, le symbole, tiercéité, est un signe au sein duquel la relation entre représentamen et objet perd sa nécessité. Les symboles sont arbitraires et n'existent que par convention. Ainsi pour les nombres ou pour les mots, aucun lien iconique ou indiciel, indexical ne rattache un être vivant respirant, quadrupède et canidé accent aigu à des vocables tels que dog, chien ou hunt. La relation entre l'objet et le signe est alors arbitraire. Toutes ces catégories concernent-elles la musique? Pour formuler une réponse, reprenons l'exemple que nous empruntions au début de la sonate Les Adieux, de Beethoven. Le signal qu'est censé émettre le corps est un signe iconique, au sens où le piano imite les appels des chasseurs de la fin du XVIIIe siècle. Il est aussi indiciel, cela en raison de la cadence défective, pour autant qu'il évoque un état émotionnel donné, présent à la fois chez le compositeur qui a écrit et adressé le signe, et chez l'auditeur qui éprouve l'affect d'un adieu, ou du moins qui parvient à l'identifier comme tel. L'appel initial du corps est également symbolique. Nul besoin de s'être initié à l'idiome tonal en musique pour comprendre la signification d'un tel signe. Si tel n'était pas le cas, on aurait affaire à un simple stimulus acoustique. Mais la sémiotique musicale embrasse beaucoup plus que la seule énumération d'occurrences variées d'icônes, d'indices et de symboles. Car la musique est également susceptible d'intérioriser tous ces signes extérieurs. Si bien qu'un signe rappelant un signe antérieur avec lequel il affiche une similarité peut fort bien passer pour une icône intérieure du signe déjà perçu. De même, tout signe lié à un autre par contiguïté ou proximité est un indice intérieur de celui-ci. Et il suffit que l'on investisse un élément musical quelconque de la dignité d'exprimer la signification d'une œuvre entière, ainsi le motif du destin de la 5e symphonie de Beethoven, pour qu'il en devienne le symbole. Les exemples que nous venons d'évoquer permettent d'augurer favorablement de l'application à la musique des catégories de Peirce. Dans le chapitre 8, nous tenterons d'appliquer effectivement celle-ci à l'analyse de l'improvisation. Bien qu'il soit possible d'aller plus avant dans l'étude de toutes les catégories persiennes, je voudrais, pour clore ici le débat sur Peirce, examiner l'application à la musique des signes proprement dits. On a mentionné ci-dessus l'existence des qualisignes, premier, celle des signes-signes, c'est-à-dire single sign ou signes isolés, second, et finalement celle des légisignes, troisième. Le mot qualisigne vise toute qualité que l'on perçoit directement dans un signe. Par exemple, le toucher d'un pianiste sur les notes du clavier,
le vibrato d'un chanteur, etc. Un signe-signe renvoie à tout signe individuel que l'on reconnaît issu de certains légisignes, lesquels lui servent de modèle. Ainsi, les adieux sont un signe-signe, un marqueur token de la forme sonate en général, laquelle est un type. Si la sémiotique américaine de Peirce paraît convenir à la musique, que dire des conceptions européennes de la sémiotique, comme celle d'Agi Greimas 1917 à 1992, était un linguiste d'origine lituanienne, qui émigra en France et se rendit célèbre comme directeur d'études en sémantique à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Les séminaires qu'il animait ont inspiré l'une des écoles de pensée les plus sophistiquées de l'histoire de la sémiotique. Dans le premier grand ouvrage de Greimas, La sémantique structurale de 1966, on trouve déjà en germe une grande part des concepts qu'il a développés ultérieurement, mais au même instant, la sémiotique qui s'y révèle apparaît enracinée à la fois dans la linguistique structurale de Saussure, dans l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, ainsi que dans l'œuvre des grands pionniers de la narratologie, notamment celle du formaliste russe Vladimir Prop. Dans ses premiers travaux, Greimas insistait sur la SE-accent-aigu-analyse, c'est-à-dire sur l'étude des plus petites unités de sens figurant dans un texte, et il en venait à suggérer que tout sens provient de ce qu'il appelait des isotopies, c'est-à-dire des champs sémantiques situés au niveau de profondeur où se laissent déceler à la lecture les unités de cohérence totale ou partielle composant le texte. En guise d'illustration, il alléguait une nouvelle de Maupassant, Deux amis, qui se déroule en 1871 dans un Paris assiégé par l'armée prussienne et commence par ces mots. Paris était bloqué, affamé et râlant. Les moineaux se faisaient bien rares sur les toits, et les égouts se dépeuplaient. On mangeait n'importe quoi. Le passage cité est fait de petites phrases, articulées par des virgules et des points. Pourtant, nul ne le lit par petits morceaux, en s'arrêtant à chaque virgule et à chaque point. On le déchiffre comme un tout continu. En effet, dès lors qu'il s'agit d'une description de Paris dans une circonstance particulière, le passage entier relève d'une isotopie, Paris, laquelle lui confère sa cohérence en tant que segment de texte. Selon Greimas, nous ne prenons conscience des isotopies qu'à l'instant où l'une d'elles subit une mutation brusque, ou bien lorsque deux isotopies distinctes sont simultanément présentes, ce qui peut se produire au sein d'un seul et même mot, calembour, oxymoron. Nombre d'anecdotes et de discussions pleines d'esprit se fondent sur de telles isotopies que Greimas dénomme complexes. Ainsi, la pièce d'Oscar Wilde dans The Importance of Being Earnest joue sur la double signification du mot earnest, qui renvoie soit à une personne Ernest, soit à la vertu de sincérité. Comme chez Peirce, certains des concepts qu'utilise Greimas trouvent à s'appliquer à la musique. Prenons par exemple le début de la sonate pour piano en mi bémol majeur, op. 31 numéro 3, de Beethoven. Par exemple 4. Début de la sonate pour piano op. 31 numéro 3 de Beethoven. À la façon du texte de Maupassant mentionné ci-dessus, ce passage musical est fait de petites phrases séparées par des silences. Mais personne ne l'écoute de cette manière. On entend plutôt une tension se construire dans la continuité vers l'accord cadentiel de sixte et quarte, à quoi succède une résolution plutôt enjouée vers la tonique via la dominante. Cette tension de base dominante tonique, est l'apostrophe aspect le plus essentiel de la tonalité fonctionnelle, constitue l'isotopie de ce passage beethovénien. D'autre part, la musique peut-elle comporter aussi bien des isotopies complexes ? À nouveau, la réponse est positive. Prenons la scène du couronnement dans l'opéra de Moussorgsky Boris Godunov. On y trouve deux accords que rassemble la réinterprétation par enharmonie d'un sol bémol qui devient un fa dièse. De ce fait, la même note est investie simultanément de deux significations. En outre, cette mutation convient bien au récit. Ainsi reliés enharmoniquement, les accords symbolisent le conflit intérieur de Godunov qui ne veut pas être couronné tsar. Au même instant, la musique décrit sous une forme iconique les cloches du Kremlin, confère l'exemple 8a. Greimas considérait l'élaboration de tout texte comme régie par un carré sémiotique atemporel. Celui-ci s'engendre à partir de l'opposition entre deux termes ou sème, S1 et S2, par exemple homme-femme, droite-gauche, jour-nuit, nature-culture, vie-mort, etc. Ces deux termes premiers, S1 et S2, peuvent se nier logiquement, ce qui procure deux termes nouveaux ou possibilités logiques, dans le même champ sémantique, non S1 et non S2. Quand on projette les quatre termes sur le même plan, on obtient un outil d'analyse logique tout à fait flexible.
Figure 2. Ce schème peut être utilisé à n'importe quel niveau d'analyse comme outil pratique. Nous verrons plus loin comment il est possible de le mettre à contribution dans divers contextes musicaux analytiques. 3. Tournons-nous pour le moment vers un autre aspect de la sémiotique de Greimas. À Vladimir Propp, Greimas a emprunté le modèle actantiel qui comprend les 6 protagonistes ou acteurs, types que l'on rencontre dans les contes populaires, à savoir le destinateur, le destinataire, le sujet, l'objet, l'adjuvant et l'opposant. Greimas a formalisé le modèle de Propp en dégageant les fonctions qu'exécutent les protagonistes. Tout récit affiche pour commencer l'une de ces deux situations, où le sujet est conjoint à son objet, SO, ou il en est disjoint, SO. Par exemple, si quelqu'un a acquis une propriété, il s'est trouvé conjoint à une certaine somme d'argent, SO. Cette propriété vient-elle à lui faire défaut, il en a été disjoint, SO. Nombre de récits populaires qu'a étudié Propp commencent par une telle disjonction. Du fait que ce manque initial, comme disait Propp, pèse sur une histoire, celle-ci aura pour finalité l'accès, la conjonction à une plénitude. Cette situation se présente fort clairement dans le cas d'une musique explicitement narrative comme celle d'un opéra. Par exemple, au début de l'anneau du Nibelung, l'anneau est volé. Les filles du Rhin sont disjointes de leur objet. À la fin, elles l'ont retrouvé, elles lui sont désormais conjointes. Dans les années 1970, la pensée de Greimas prit un tour bien plus radical, avec l'élaboration de sa théorie des modalités. Il les concevait comme les forces les mieux en mesure de configurer l'agencement des procès sémantiques et sémiotiques. En linguistique, on appelle modalités les façons dont le locuteur anime ou colore ses propos au moyen de sentiments subjectifs, émotions, croyances, espoirs, craintes, etc. Ainsi, on ne dit pas en français « il faut que je vais à la banque », mais que j'aille à la banque. Quand on utilise le verbe falloir pour exprimer la modalité du devoir, il est nécessaire de préciser cette modalité en recourant à la forme verbale du subjonctif dans la proposition subordonnée, et donc en substituant I y avait. Selon Greimas, les deux modalités de base sont être et faire, auxquelles peuvent s'adjoindre les 5 suivantes, devoir, savoir, pouvoir, vouloir et croire. On peut estimer que ces modalités jouent un rôle capital dans le discours musical aussi bien que dans le discours verbal. Justement parce qu'elle élude en principe toute définition fixe ou lexicographique, la musique trouve à se sémantiser sous l'effet des modalités. Celles-ci peuvent faire partie des qualités internes de la musique elle-même, ou bien être activées de l'extérieur, par la façon dont on la joue, pour une discussion plus large des modalités en musique, confère. Tarasti 1994. Au début des années 1980, Greimas réorganisa toutes ces notions centrales selon un système théorique formalisé qu'il qualifia de parcours génératif, en s'inspirant de la grammaire générative de Noam Chomsky. De ce fait, le système de Greimas est applicable à la musique en son entier, et présente des analogies frappantes avec un autre modèle d'analyse musicale, également axé sur un système axiomatique et génératif, celui qu'avait inventé dans les années 1920 et 1930 Heinrich Schenker, et que la musicologie anglo-saxonne institutionnalisa à l'issue de la Seconde Guerre mondiale au point d'en faire, singulièrement aux États-Unis, le modèle dominant pour elle. Analyse de la musique tonale, confère. Littlefield 2001 chapitre 2 et Tom Pankhurst 2004. Nous espérons avoir montré à quel degré de pertinence étaient parvenues deux des écoles majeures de sémiotique classique, celle de Peirce et celle de Greimas, soucieuses de déterminer si la musique est un signe ou non. Que la réponse doive être positive, cela paraît évident. Mais si la musique est un signe, comment nous y prenons-nous pour accéder à sa compréhension ? Cette question nécessite un examen approfondi. 1.4. La compréhension-mécompréhension des signes musicaux. Considérons la différence entre ces deux questions. Aimez-vous Brahms ? Et comprenez-vous Brahms ? On peut aimer la musique, mais peut-elle être appréciée sans être comprise ? Et même si certains prétendent que l'on ne peut aimer la musique que si on la comprend, est-ce le cas en fait ? Beaucoup d'entre ceux qui font de la musique, pour leur plaisir ou de façon professionnelle, ont gardé le souvenir du moment précis et de la musique singulière qui leur ont ouvert la magie du royaume des sons. À cet instant, celui de l'éveil du moi musicien, une musique que l'on écoutait jusqu'alors que par habitude, situation, éducation et autres, subit tout à coup un changement qualitatif.
Elle devient touchante, elle accède à la vie, elle commence à parler et à émouvoir. C'est qu'alors, le message a été compris. La musique agit comme une clé qui ouvre la porte sur un univers inconnu. Elle est devenue existentielle. Nous sommes alors persuadés que ce message est vrai, authentique et crucial pour notre être lui-même. Même si on estime, à l'inverse, qu'il n'existe au fond rien de tel qu'un mode correct unique de compréhension du musical, on n'en doit pas moins s'efforcer d'appréhender un phénomène premier de ce genre sous l'angle de la sémiotique. Néanmoins, les voies par lesquelles on comprend la musique sont contingentes et elles varient selon l'époque. Ainsi, un Proust la tenait pour un art voué au plus haut point à la représentation. Il y voyait une épopée stellaire, alors que d'autres, tel Hans Lick, avaient au contraire affirmé qu'elle ne saurait décrire quoi que ce soit, confère la section 1.2 ci-dessus. Bien mieux, beaucoup d'ismes ont laissé sur elle leur empreinte. Par exemple, à l'époque du projet de la modernité, Taylor 1989, la musique était interprétée de façon paradoxale. Elle était censée refléter l'aliénation de l'homme face au cosmos, puisqu'elle fonctionnait comme un système de signes arbitraires et conventionnels, comme une simple construction. On ne prêtait que peu d'attention à ce à quoi elle se serait substituée, ou au message qu'elle aurait véhiculé. Pourtant, on la voyait en servante fonctionnelle de l'utopie. Ne nous offrait-elle pas le moyen unique de regagner notre unité première perdue, avec ce cosmos dans lequel nous baignons ? Dans le fil de cette distinction, on sépare deux sortes de musique, l'organique et l'inorganique, lesquelles feront l'objet d'une large discussion au chapitre 4, ci-dessous. L'auditeur de la première sorte identifie la musique à une sorte d'organisme vivant, imitant certains processus naturels, et elle devient par cette identification même partie prenante dans une expérience unificatrice. C'est à l'exact opposé que se profile une musique inorganique, dont l'écriture obéit à des procédures sérielles ou autres, de préprogrammation, met l'accent sur la séparation de l'homme vis-à-vis de la nature, et adopte une distance critique à l'égard de la société qu'il a engendrée. 4. Par contraste, à l'âge du romantisme discuté plus profondément dans le chapitre 2, lequel, après s'être poursuivi dans le cadre du projet de la modernité, continue de prospérer à notre époque postmoderne, une esthétique de l'expression a pris la place d'honneur. Puisque la nature s'est confiée intimement à l'homme, ne suffirait-il pas à ce dernier d'en écouter la voix pour se reconnecter avec le cosmos ? Pareille esthétique prévaudrait d'autant plus qu'elle s'autoriserait d'une musique dont la voix était censée parler du cœur même de l'univers. Ainsi, chez un Schopenhauer, la musique émanait directement de la volonté, conçue comme force motrice de la nature elle-même. On s'est contenté ici de donner les grandes lignes des esthétiques modernes et romantiques, ce qui permettait de souligner la part de contingence que comportent les significations musicales. Un tableau d'ensemble un peu plus détaillé de ces ismes, et de leurs incidences sur le développement historique de la sémiotique musicale, figurera au sommaire du chapitre suivant. Je vais d'abord terminer celui-ci en examinant 14 thèses relatives à la teneur de la compréhension, non sans montrer de quelle manière ces thèses infléchissent notre vision des signes en musique. 1.4.1 Thèse sur la compréhension et la mécompréhension des signes musicaux. Considérons la situation fondamentale propre à toute communication et signification. Dans le procès ci-dessus, S1 produit un signe reçu par S2. Peu importe si S1 comprend le signe, il lui suffit d'exprimer quelque chose lorsqu'il le produit. Le sujet S2, cependant, peut ou non comprendre le signe. Une mécompréhension peut se produire de deux façons. 1. Soit le sujet S2 se méprend sur le signe parce qu'il emploie un code ou un système de signes, dans le lexique de Husserl, un Bedeutungszeichen autre que celui qu'a utilisé S1. 2. Soit S2 se méprend sur le signe parce qu'il ne le reçoit pas en tant que signe expressif, Ausdruckzeichen. Dans chacun des deux cas, S2 échoue dans l'accès au monde et donc aux intentions du sujet S1. Or la musique elle aussi, est susceptible de mécompréhension, et cela exactement des deux façons que l'on vient d'exposer. Prenons le cas du Bedeutungszeichen. L'histoire de la musique nous apprend que les modes d'église virent le jour à la faveur de mécompréhension survenant au niveau des anciens modes grecs. De même, lorsqu'un pianiste émet une fausse note ou si l'on joue sur un instrument désaccordé, on s'en aperçoit immédiatement. La mécompréhension peut également affecter le niveau de l'interprétation et de l'expression, Ausdruck.
Quand le Tokyo Symphony Orchestra s'attaque aux symphonies de Sibelius, il se peut qu'un auditeur finlandais ressente une sorte de hiatus transculturel. On se hâtera toutefois d'ajouter qu'il ne s'agit surtout pas d'un phénomène négatif, car c'est précisément ainsi qu'apparaissent les interprétations nouvelles. Pour peu qu'elles soient artistiquement convaincantes, une interprétation se justifie d'elle-même. Supposons à présent que le sujet S1 soit compositeur, et S2 auditeur. Pour que le signe fonctionne, il faut que les deux sujets partagent les mêmes codes, c'est-à-dire qu'ils possèdent une compétence musicale équivalente, et cela est d'autant plus vrai qu'il serait parfaitement futile de disputer de musique sans que les compétences musicales respectives puissent entrer au moins en correspondance. Les deux cas de mécompréhension que nous avons évoqués concernaient une communication extérieure. Mais la musique fonctionne aussi en autocommunication, ce qui implique une sorte de compréhension de soi par soi. L'acte d'écouter ou de jouer de la musique renvoie chacun d'entre nous à lui-même, à son univers intérieur, et lui procure des bouleversements d'ordre physiologique et neurologique, susceptibles d'affecter aussi d'autres procès corporels. Nous avons alors affaire à une compréhension existentielle, confère Tarasti 2000. Au fil de ce processus, nous en venons à comprendre non seulement la musique, mais à nous comprendre nous-mêmes ainsi que le monde. C'est que la musique, en sa temporalité essentielle, constitue sans doute la métaphore et le modèle parfait de la vie humaine, naissance, mort, et tout ce qui survient dans l'entre-deux. Par la musique, nous transcendons notre situation existentielle. La musique nous renvoie au moment premier de la narration, hic nunc ego. Et au même instant, elle nous libère de ce moment. Là réside la puissance de la compréhension musicale de soi. 1.4.2 Thèse sur les procès de compréhension. 1. Comprendre, c'est reconnaître le général à travers le particulier. Les explications scientifiques cherchent habituellement à inférer des concepts généraux à partir d'instances particulières. On entreprend de saisir un phénomène, une idée, une conduite, une personne, une œuvre d'art ou toute autre chose, comme une variante d'un paradigme plus vaste, et on s'efforce de situer cette variante au sein de celui-ci. Un tel procès requiert souvent que soit conceptualisé l'objet en question. Dans un cas de ce genre, comprendre revient à assigner à quelque chose un nom ou à le décrire, comme font les diagnostics médicaux, les évaluations psychanalytiques, etc. Mais notre compréhension d'un artiste ne s'améliore-t-elle que si elle s'en tient à l'identification d'un contexte, celui par exemple de l'évolution d'une maladie? Ainsi, nous apprenons que Wagner était un être profondément narcissique, sujet à des crises de pavor nocturnus. Semblable information nous permet-elle pour autant de mieux appréhender sa musique? Cette sorte de compréhension nous livre en fait une sorte d'argumentum ad hominem, surtout s'il s'agit de comprendre les signes qu'a laissés une personne. En termes persiens, cela revient à identifier un marqueur token via le type, un quali-signe via le sin-signe ou un sin-signe via le légisigne. On essaie fréquemment de comprendre les compositeurs ou leurs œuvres, en les resituant dans un contexte plus large, comme lorsqu'on prétend qu'une symphonie de Mozart exemplifie le style classique viennois. Pour prendre un autre exemple, on affuble souvent du label de nationaliste Sibelius, Tchaïkovski, de Falla et d'autres. On entend surtout dans leur musique ce qui peut représenter leur pays respectif. Ils ne parlent pas l'idiome propre, en l'occurrence germanique, qui caractérise la musique tonale, mais mettent en avant l'exotisme, le folklore, le nationalisme et le reste, en un mot, l'altérité. Mais à prédéterminer la manière dont les œuvres de ces compositeurs devront se laisser écouter, ne se méprend-on pas sur le message qu'apporte leur musique? Et de façon semblable, à ne lire ou à n'écouter une partition qu'en fonction de la personnalité du compositeur, on en limite les possibilités de compréhension. Tel est le cas tout à fait typique lorsqu'on ne tient compte que de l'appartenance de l'auteur à un sexe plutôt qu'à l'autre. Le résultat n'a d'égal que celui des musicologues marxistes qui jaugeaient la musique en la référant à telle classe sociale. Les théories par lesquelles on nous explique aujourd'hui comment les signes musicaux reflètent le sexe ne sont pas moins sous-développées que les théories marxistes relatives à la manière dont les signes musicaux reflètent la société, confère ci-après, le chapitre 5. 2. La compréhension et le déplacement du connaître, Wissen vers le se familiariser avec, Kennen. Selon cette conception, le connaître se personnalise, il est ressenti subjectivement. En musique, le connaître à lui seul ne suffit pas.
On ne comprend la musique qu'en la jouant, en la composant, en la chantant, et autres activités transductrices, en son. La musique est censée continuellement renaître. À chaque génération, il lui faut redevenir une contemporanéité esthétique. Par là, comprendre la musique apparaît également comme un défi perpétuel, si bien qu'à certaines époques, le statut du faire et celui du savoir ont été inversés. Au Moyen Âge, par exemple, être un musicien signifiait être un théoricien, qui maîtrisait la musique sur le plan spéculatif grâce à sa connaissance des lois physiques et mathématiques. La musica practica, l'exécution réelle de la musique, ne venait qu'en second. 3. Comprendre, c'est appréhender un texte ou un signe comme un nœud dans un réseau d'autres textes ou signes. Plus haut, nous définissions la sémiosphère comme un continuum de signes, qui rend possible la compréhension des signes individuels qu'inclut son domaine. À présent, il convient d'en élargir quelque peu la problématique et de centrer celle-ci sur la notion des intertextes, telle qu'élaborée par Julia Kristeva, 1969. Dans le dernier chapitre du Gai savoir de Nietzsche, un passage illustre particulièrement ce concept. La musicalité de la prose passe au premier plan et une accélération progressive du tempo mime l'énonciation d'une musique. Il n'est pas trop difficile d'en deviner la contrepartie intertextuelle, le final de la 9e symphonie de Beethoven. Car Nietzsche prend soin de situer cette relation en exergue, en la soutenant par un signe indiciel évident, Nicht de Diese Theun, une citation directe de l'Ode à la joie de Schiller. Ainsi, le texte nietzschéen s'érige en un intertexte iconique indiciel de Beethoven-Schiller. En somme, comprendre un texte ou signe musical équivaut à le relier à d'autres signes, musicaux ou autres. Bref, à ce que Peirce appelait une chaîne d'interprétants. Et mécomprendre, c'est rattacher un phénomène à des interprétants erronés. Tout en étant absolu et autonome, la musique se lie de mille manières aux autres arts et à l'ensemble de la culture dont elle fait partie. Souvent, c'est précisément dans ce réseau interartistique que se dissimule la clé de la compréhension d'une musique. 4. Comprendre, c'est instaurer une relation entre l'énoncé, ce qui est dit, et son énonciation, la façon de le dire. On estime parfois que contextualiser un phénomène, c'est le comprendre. En ce cas, le mécomprendre consisterait à réifier l'objet ou bien à faire de son apparaître un mystère. En le prenant comme un donné, ne méconnaît-on pas les conditions de son apparition ? C'est là une perspective plutôt bornée. Car la musique ne saurait exister en tant que simple énoncé, c'est-à-dire comme des notes laissées telles quelles. Il lui faut devenir manifeste par son énonciation, c'est-à-dire par le biais de son exécution vivante. La forme musicale authentique n'est pas celle que l'on décrypte sur une partition, mais celle que l'on éprouve à l'écoute. Un compositeur digne de ce nom n'écrit pas une musique sur le papier. Il vise l'énonciation, c'est-à-dire la musique en tant qu'elle se joue. Bien des créateurs, un Wagner, un Richard Strauss, un Gustav Mahler, n'ont œuvré qu'en songeant précisément à tel instrumentiste ou chanteur bien précis, donc à un énonciateur particulier. Et a fortiori quand on écrit des concertos pour solistes instrumentaux, il arrive couramment qu'on collabore de fort près avec ses futurs énonciateurs. 5. Comprendre, c'est réduire le jeu à une compétence. On construit quelque chose comme s'il s'agissait de tirer la conséquence de ce qui a précédé. Pour qu'une sémantique soit possible, il faut d'abord maîtriser le niveau sémiotique. Pour parler une langue, il faut en connaître la grammaire. Mais comprendre, c'est être dépourvu de la compétence indispensable à cet égard, encore qu'il soit envisageable qu'on remédie à cette incompétence. Il est difficile d'étudier empiriquement les significations quelque peu hasardeuses que des auditeurs fortuits assignent à la musique. Seuls des auditeurs compétents maîtrisent la compréhension des significations musicales, mais un jugement de ce type ne prétend en fait à aucune normativité. Car rien n'oblige à comprendre la musique. Celle-ci est susceptible d'être appréciée même si on ne la pénètre pas conceptuellement. Nous sommes en mesure de la saisir, même si nous ne parvenons pas à mettre en mots notre sentiment. La sémiotique musicale, cependant, se propose d'analyser les signes musicaux et les procès-signes qui nous permettent de ressentir et de comprendre la musique. Et dans une entreprise de ce genre, les mots sont indispensables. 6. Comprendre, c'est simplement en finir avec l'incompréhension. Une œuvre musicale, un certain style ou un compositeur, peuvent fort bien demeurer incompris au point de passer inaperçus pendant de longues années, quitte à être soudain redécouverts. Un exemple typique est celui de Jean-Sébastien Bach,
qui redevint populaire au début du XIXe siècle grâce à Mendelssohn, encore qu'il ait toujours été pris au sérieux chez les musiciens professionnels. D'autre part, si les auditeurs sont capables de se fier aux clichés colportés sur un créateur, il leur arrive ensuite de se déprendre de leur illusion. Ainsi, c'est seulement en se fondant sur les écrits en prose de Richard Wagner qu'une part importante du public conçut, du vivant du compositeur, une véritable allergie à l'encontre de sa musique, et cela sans même en avoir jamais entendu une seule mesure. À l'inverse, on ne saurait exclure la possibilité qu'ébranlé par l'acoustique miraculeuse de l'opéra de Bayreuth, un anti-wagnérien farouche ne se convertisse tout d'un coup au wagnérisme. 7. Comprendre est un événement de parole plus que de langue. Dans la distinction que proposait Ferdinand de Saussure entre langue et parole, le premier terme désignait le langage vu sous l'angle du système, donc de la grammaire ou des règles, le second renvoyant aux manifestations réelles, c'est-à-dire aux actes de langage, speech act, d'une langue. Or une telle distinction s'applique aussi bien à la musique. Ainsi, les techniques sérielles propres au dodécaphonisme jouent le rôle d'une langue, c'est-à-dire d'une grammaire qui nous ordonne d'utiliser certaines notes et nous dit à quel moment. La compréhension d'une telle musique ne peut cependant qu'être rare, puisque la plupart des auditeurs ne sont aptes ni à en reconnaître les séries roses, ni à les juger grammaticalement correctes. 8. Comprendre équivaut à remonter des structures de surface aux structures profondes. Voici le rêve des structuralistes. Réaliser que ceux des aspects d'un texte qui sont le plus immédiatement accessibles au sens obéissent ou en fin de compte reconduisent à une structure de contrôle sise en profondeur, confère le carré sémiotique de Greimas. Une variante de cette hiérarchie structurale par laquelle on fait dépendre ce qui se trouve en surface d'un niveau plus profond, consiste à voir l'être comme plus fondamental que l'apparence. Et comme il est toujours loisible de conférer à une entité l'allure par laquelle elle différera de ce en quoi elle consiste en réalité, comprendre consiste à révéler l'être qui hante les dessous de l'apparence. Quand on regarde au travers d'une idéologie donnée, on la comprend si l'on parvient à identifier quel est le personnage ou le groupe qui s'efforce de légitimer sa puissance en ayant recours au discours propre à cette idéologie. Le musicologue suisse Ernst Kurt, 1947, affirmait que la musique n'est pas faite de sons, mais qu'elle se contente d'apparaître à travers eux. L'aspect le plus profond et essentiel de la musique serait la tension et l'énergie cinétique qui sous-tendent les notes. D'un autre côté, nous savons que même la modification la plus ténue de la part acoustique, signifiante, d'un signe musical déclenche une mutation au niveau de son contenu, signifié. Nous voici par conséquent les témoins du heurt de deux esthétiques. Si la musique devait se réduire à de simples stimulations sensorielles, elle ne ferait qu'un avec son apparence, et nul être ne lui serait sous-jacent, tandis que si elle exprime quelque chose, son mouvement fondamental la portera depuis son contenu profond et immanent, que Julia Kristeva baptise génotexte, jusqu'à sa configuration auditive manifeste, phénotexte. Roland Barthes a appliqué à la musique le lexique christevin. Certains chanteurs se bornent à délivrer un phénotexte, dans lequel se donne essentiellement à comprendre le culturel, l'esthétique, le stylistique, alors que d'autres investissent leur corps tout entier en mettant l'accent sur le génotexte. De l'avis de Barthes, on devrait pouvoir écouter une mélodie en repérant la dilatation et la contraction des poumons, les battements du cœur, la tension et la détente des muscles, etc. 9. Comprendre, c'est réorganiser les éléments d'un certain chant. En tant qu'autre argument structuraliste, cette conception conçoit la compréhension comme un jeu ou un puzzle. Dans le roman d'Hermanès, Le jeu des perles de verre, la musique est décrite justement sous la forme d'un tel jeu, et Lévi-Strauss, 1967 à 1971, lut le mythe d'Œdipe comme s'il s'agissait d'une œuvre musicale, en isolant les éléments similaires, paradigmes, et en les réarrangeant en une chose ressemblant à une partition d'orchestre. La méthode paradigmatique d'analyse mélodique de Jean-Jacques Nattier suit une procédure similaire, 1975-1990. À l'aide de cette méthode, nous pouvons au moins analyser, et de là quelque peu comprendre, la substance musicale d'une pièce de musique, à défaut de son fonctionnement. 10. Comprendre se fonde sur une morphologie d'ordre temporel, laquelle requiert que l'on assiste à la manière dont les choses se déploient, l'une à partir de l'autre. Il s'agit d'une vision en termes d'évolution, pour laquelle la compréhension d'un comportement individuel réside dans la mise en évidence du développement qui a conduit à telle personne.
Elle consiste à vivre tout au long l'histoire d'un individu ou d'une société. La musique est l'art suprêmement temporel. Il s'ensuit que les significations musicales ne peuvent s'éprouver en une seule fois, mais sont à recueillir au fur et à mesure que se déroule le temps dont la musique a besoin pour se déployer. C'est sur un tel procès que la narrativité musicale se fonde, confère la section 1.3. Le début d'un morceau comporte couramment le constat d'un certain défaut, lequel relève en principe d'un ordre strictement musical. Il peut s'agir par exemple d'un vide au sein d'une échelle défective, d'une asymétrie motivique, d'un rythme syncopé, etc. Souvent, le problème ainsi posé au départ demeure pour ainsi dire en suspens sans pouvoir se résoudre, si ce n'est à l'extrême fin. Quand cette irrésolution, qui fait régner sur l'ensemble un climat d'incertitude et de tension, prévaut jusqu'au bout, elle est à même d'accélérer la poussée de l'œuvre vers son terme. On peut ici reprendre l'exemple déjà cité de l'introduction, dans la lenteur, de la sonate beethovenienne Les Adieux. La note La bémol, systématiquement évitée, est gardée en réserve pour l'effet dramatique qu'elle produira lors du début attacca de l'allegro. 11. Comprendre est un événement paradigmatique dans lequel se laissent discerner des alternatives. Cette conception du comprendre exige que l'on prenne conscience des ressources disponibles. Comprendre, ce sera détailler l'ensemble des choix possibles avant de se prononcer en faveur d'un acte. L'histoire de la musique est ainsi tenue de prendre la mesure des éventualités stylistiques accessibles aux compositeurs, c'est-à-dire, comme l'a exprimé Leonard B. Meyer, 1973, de tout ce qui aurait pu arriver, et de même, quand nous jouons ou dirigeons une œuvre musicale, nous mettons à l'essai les modes alternatifs de restitution d'une phrase ou d'une section auxquels serait susceptible de conduire l'adoption de tel ou tel style. C'est de cette façon, semble-t-il, que nous tentons d'approcher l'essence d'une pièce ou d'un passage particulier. 12. La compréhension entreprend d'accéder à la nature réelle des choses. Elle réduit un phénomène à des faits statistiques, et vise à des résultats que se charge de confirmer la science expérimentale. Semblable argument est presque anti-sémiotique en lui-même, parce que la sémiotique ne prétend à propos du réel qu'à élaborer des modèles et hypothèses, et que les sémioticiens ne peuvent tenir la caractérisation d'un phénomène en termes de science dure, hard science, que pour une mystification. Ils n'ont affaire à la base qu'à des conduites humaines, culturelles et sociales, non à des lois physiques. En ce sens, la musique ne se fonde nullement sur des lois naturelles ou physiques, même si la thèse contraire a été constamment ressassée, par exemple lorsqu'on définissait la musique comme construite à partir de la série des harmonies. En revanche, les diverses cultures opèrent, à même le continuum acoustique, son et bruit qu'offre la nature, des choix qui définissent ce qu'elles entendent par musique. 13. La compréhension est à la base un procès interne et cognitif grâce auquel le sujet parvient à la saisie de soi. Il y a bien des variétés d'autocompréhension. Toutefois, la plupart des gens ne se comprennent pas eux-mêmes tant qu'ils n'ont pas découvert comment autrui les appréhende. Il arrive que la compréhension de soi se confonde presque avec un procès social, confère. McTin 1973 et Med 1967. En règle générale, le goût musical est lié à cet aspect social de l'autocompréhension. Loin d'être en lui-même une affaire privée, il signale un style de vie. Il reflète du coup le concept que chacun se fait de son moi, sur les différents types d'auditeurs, confère par exemple Adorno 1962. 14. Comprendre, c'est glisser de jeu à nonge, ce glissement formant le creuset de toute moralité et de l'éthique. Empathie et compassion reposent sur l'aptitude de chacun à s'identifier à l'autre, à adopter la position d'une subjectivité autre. Là se fait jour, dans plus d'une philosophie morale, un élément mystique. La musique peut-elle témoigner d'un impact moral qui nous aide à comprendre l'autre ? Certes, la musique est capable de plaider en faveur d'une idéologie, et nombreux sont les musicologues contemporains, notamment aux États-Unis, qui considèrent la musique comme un art entièrement voué à l'idéologie. Pour celui qui adhère strictement à un tel point de vue, il n'y a pas le moindre doute, le compositeur ou l'interprète qui souscrivent à une mauvaise idéologie ne pourront que la propager au grand jour dans la musique qu'ils produisent. Pareille thèse pourtant, ne contient aucune ombre de vérité. Car la musique est largement indifférente aux idéologies, comme aux situations politiques et historiques auxquelles il lui arrive d'être mêlé. En fait, l'affiliation à une idéologie condamne le plus souvent à une certaine stérilité,
de telle sorte qu'on a beau s'être rallié à des idéologies que l'on tient pour progressistes et pour bonnes, celles-ci n'engendrent la plupart du temps que des pièces esthétiquement douteuses. Et l'on ne saurait rejeter l'esthétique d'œuvres et d'interprétations gorgées de sens, en se fondant sur le seul préalable de leur appartenance à une idéologie, quelle que soit cette dernière. Il suffit de se reporter aux interprétations de Wagner qu'a données à Berlin le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler pendant la Seconde Guerre mondiale. Les enregistrements qui en ont été réalisés prouvent à quel point elles étaient superbes, quel qu'ait pu être le contexte politique et idéologique dans lequel elles venaient s'insérer. Pour autant et malheureusement, la sémiotique n'a pas prêté grande attention au problème de la compréhension des signes, sauf exception, confère. Tarasti 2000. Il serait indispensable, afin d'y remédier, de travailler dans une direction plus herméneutique et phénoménologique. Il est clair que la compréhension et l'incompréhension sont, en ce qui concerne la musique, des éventualités aussi plausibles l'une que l'autre. Et qui plus est, c'est bel et bien par le biais de la musique que nous accédons à nombre d'aspects de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.